Bonjour à tous, c'est Tambour Battant consacré ce soir aux avancées et risques de l'intelligence artificielle. Avec Marie-Christine Vénère, nous recevons Jean Romer. Bonsoir Jean Romer. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Institut Frédéric Bull, professeur à l'École supérieure d'ingénieurs de Léonard de Vinci, et vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « Des tabulatrices aux tablettes », publié chez Etsygreffe. Avec vous, Christophe Dubois-Damien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller en stratégie d'entreprise et vous êtes chercheur en intelligence artificielle. Oui. Alors avec vous deux, nous voudrions essayer de savoir un peu, au fond, ce qu'est l'intelligence artificielle et quelles sont, disons, ses potentialités. Avant tout, c'est la capacité d'une machine à prendre des décisions et à approcher de ces décisions. Les machines surpassent déjà l'homme dans certaines tâches qui suscitent à la fois des craintes et des espoirs. On va beaucoup parler dans cette émission des peurs que les uns ou les autres ont des machines. Mais on peut dire par exemple que dans le secteur de la santé, elles repèrent mieux que des médecins les mélanomes, les tumeurs sur l'imagerie, notamment en matière d'imagerie, que dans le transport, elles permettent aujourd'hui à terme de se transporter sans qu'il y ait trop d'accidents. Et on peut dire qu'elles vont permettre la reconnaissance vocale, les arts du jeu, le poker, le jeu de go. Elles permettent l'écriture, la peinture, la musique. Et on a au fond une transformation de la société sous le coup d'inventions toujours nouvelles de ces machines. Alors, Monsieur Romer, je voudrais vous demander, au fond, quel en est l'historique de cette intelligence artificielle. Vous pensez que la première apparition de l'intelligence artificielle est basée sur la représentation des connaissances que cela permet et qui existe, ça, depuis 25 ans à peu près. Oui, alors, depuis 25 ans ou depuis 400 ans, où on pourrait aussi remonter à Aristote. En fait, je crois Aristote, c'est pas 400 ans, c'est plus que ça encore. Oui, oui, tout à fait. Alors moi, j'aime bien faire démarrer ça de 1629, lorsque René Descartes a dit qu'on pourrait créer entre les idées le même ordre qui existe entre les nombres, et qu'à ce moment-là, il suffit d'inventer ce langage qui représente les idées pour qu'on puisse à la fois raisonner comme on sait calculer. Et pour moi, c'est ça l'énoncé des objectifs de l'intelligence artificielle, donc lettre à Mersenne 1629. Et je rajouterais d'un point de vue historique, moi je fais de l'intelligence artificielle depuis 37 ans exactement, et que j'ai vu l'évolution entre ce qui s'est fait de manière assez spectaculaire à la fin des années 80, début 90, qui est à peu près totalement oublié aujourd'hui, et ce qui se fait aujourd'hui. Ce sont deux intelligences artificielles assez différentes qui devront coopérer, mais ce n'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui. Alors la deuxième forme d'intelligence artificielle qui aujourd'hui est en train d'apparaître, c'est fondé sur l'apprentissage statistique d'une part, et puis d'autre part sur les réseaux de neurones. Voilà, les réseaux de neurones étant finalement un support à l'apprentissage statistique. Alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis les années 50, les perceptrons et ainsi de suite. L'idée qu'une machine, c'est un cerveau électronique. Il faut voir qu'on employait déjà les mots d'intelligence dans les années 40 et au début des années 50 pour, disons, qualifier ce que c'est qu'un ordinateur. Et cet apprentissage, c'est très différent de ce qu'on appelle la première IA, qui est l'intelligence artificielle symbolique. L'apprentissage, en gros, on donne des exemples à la machine et on lui demande de trouver des formules qui vont permettre, étant donné un nouvel exemple qu'on lui cite, de l'attribuer à une catégorie, comme on dit toujours, ceci est un chat, ceci est une tumeur, ceci est un roman de Balzac, par exemple. Christophe Dubois-Damien, les big data dont on parle beaucoup, en fait, sont des données qui sont de plus en plus nombreuses et qui permettent au fond, en se connectant à de nouveaux moyens de connexion, pensons à Internet, pensons au réseau, pensons à Google Earth, en fait, on va vers une possibilité d'avoir accès à toutes les connaissances qui sont rassemblées sous forme numérique. Oui, mais avant de répondre à votre question, il faut se méfier de la big data mania.
Et je voudrais au début tout à fait rappeler quelque chose, c'est que l'intelligence artificielle forte a une part de fantasme. Cette part de fantasme, c'est la référence au film de Stanley Kubrick. Et en fait, on véhicule beaucoup d'idées disant l'intelligence artificielle, l'ordinateur prend le pouvoir, l'homme va être dominé. Je pense que ces craintes sont entretenues, sont un peu fantasmatiques. Et en fait, elles ont le défaut de masquer la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est, en fait, ça nous écarte des vrais sujets essentiels, prioritaires. C'est la compréhension de l'intelligence artificielle, sa gestion, sa gouvernance, sa régulation et au fait son optimisation. Donc ça revient à parler des mythes et réalités, des promesses de l'IA. Et là-dessus, je pense qu'un certain nombre de vrais professionnels que je rencontre, on a un peu assez de ces marketeurs, de ces vendeurs de livres, de ces marchands du temple, qui à la fois nous promettent monts et merveilles, via les big data, et également nous promettent l'apocalypse de l'humain. Donc, en réalité, ils dévalorisent un peu les avancées réelles qui sont déjà extraordinaires des algorithmes. Donc, en fait, je pense que, je prends un exemple, même un type comme, une personne, pardon, comme Yann, un grand spécialiste comme Yann Lequin, qui travaille chez Facebook, qui est directeur, qui est un Français, qui est directeur de Facebook All Research, en fait, vient de faire une communication très récente où il dit, en fait, une intelligence artificielle, au mieux, c'est l'intelligence d'un rat. Bon, ceci étant dit, l'intelligence d'un rat, c'est déjà pas si mal. Et le problème, et j'en parlerai après dans cet entretien, c'est de dire la réalité de ce que peut apporter. Et moi, je préfère parler non pas d'intelligence artificielle, mais de puissance artificielle au service de l'homme. Donc il faut un peu démythifier les choses. Vous êtes d'accord avec... Pardon, oui, oui, Marie-Christine. Justement, Antoine, vous avez commencé par dire que l'intelligence artificielle était une aide à la prise de décision. Et pour moi, c'est là qu'est le problème clé. Est-ce qu'une intelligence qui n'est pas humaine peut prendre une décision ou simplement, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, apporter les connaissances nécessaires à la prise de décision? C'est l'autonomie de la machine qui pose problème. Ça n'est pas le fait qu'elle engrange un certain nombre de données que notre pauvre cerveau serait incapable d'assimiler, mais c'est qu'elle prenne la décision à notre place. C'est ça la phobie qu'il y a dans les films de science-fiction où la prise de pouvoir échappe à l'homme. Jean Romer. Alors, je crois qu'à ce propos, il faut introduire une notion dont on parle peu souvent en intelligence artificielle, c'est l'importance du matériel. Bon, on parle beaucoup des algorithmes. Les algorithmes, c'est des logiciels, c'est des maths, etc. Mais ce qui a changé en 10 ans, c'est le matériel. Le matériel, c'est toutes les fibres optiques qui relient tous nos smartphones à travers des émissions radio au centre de calcul gigantesque des GAFA. Alors les GAFA, il faut dire, c'est donc les grandes entreprises Google, Apple, américaines, Facebook, Google, Amazon, Microsoft. Bon, on fait des GAFA, trois petits points. Hein, ce qui est très important, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui parce que les GAFA sont les principaux acteurs. Et je dirais c'est dur de réfléchir à propos de l'intelligence artificielle si on oublie l'importance des GAFA. Donc quand on dit prendre des décisions, il faut voir de quelles décisions il s'agit. Beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle prennent la décision de savoir à quel endroit dans votre écran ils vont afficher quelle publicité. Voilà. Alors, ce genre de décision, est-ce que c'est rien à voir avec une décision d'un médecin, rien à voir avec une décision d'un stratège, d'un chef de guerre? Donc, il y a un mélange entre le matériel et le logiciel gigantesque aujourd'hui. Et à certains moments, je me dis, pour moi, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, en 2018, c'est d'abord du matériel, du hardware. Et comme vous parlez de matériel, et après je peux m'arrêter, est-ce que l'échec de la Google voiture, là, qui n'a pas réussi à éviter l'accident, justement, alors qu'elle était programmée pour, n'a pas mis un sérieux coup de frein, si je puis dire, à cette aventure? Oui. Alors là, je crois que précisément, si la Google Car fait des choses élémentaires, c'est à cause du matériel, du GPS en particulier, qui marche bien. Hein. Et si elle fait des choses mal, je dirais c'est à cause du logiciel. Il faut bien voir que Donc erreur du pensée de l'homme. Erreur de l'homme dans sa conception globale du logiciel. Je crois qu'aujourd'hui, les progrès sont sur la détection.
On voit une voiture, on voit un vélo, on voit un passant, on voit un bébé, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Et là, on tombe dans des problèmes beaucoup plus complexes que la reconnaissance de forme. Alors justement, il y a déjà vous avez tous les deux fait allusion au fait que ça fait des décennies qu'il y a une intelligence artificielle. Par exemple, si on prend le travail pour constituer une encyclopédie, on demandait jadis aux hommes les plus compétents dans chaque domaine, en général de grands professeurs, s'ils pouvaient rédiger les entrées de cette encyclopédie. Et puis, lorsque les connaissances minuscules qui existent au niveau de chaque personne sont devenues accessibles et ont pu être regroupées sur des plateformes collectives, participatives, on est parvenu à une somme de connaissances considérable, bien supérieure à ce que n'importe quel expert pouvait fournir. Et ça, c'est Wikipédia qui est apparu dans les années 90 et qui annonce Uber, Airbnb, etc. La question qu'on peut se poser, c'est que si par exemple aucun médecin, aussi expérimenté soit-il, ne sera dans l'avenir aussi performant qu'un système de données massives couplé à un algorithme idoine, il n'empêche qu'il y a le contact personnel du médecin avec le malade qui est, de mon point de vue, mais peut-être vous allez me démentir, irremplaçable, non? Je suis tout à fait d'accord, surtout que c'est l'occasion là, de parler d'un élément clé dans le paysage, c'est la compréhension du langage naturel. Le langage naturel, ce sera les phrases échangées entre un médecin et son patient. Et dans Wikipédia, il y a des phrases, mais ces phrases ont été rédigées par des humains. Ce qui est difficile aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, c'est de comprendre le sens de ces phrases. Et comprendre, c'est beaucoup plus complexe que traduire. Le deep learning, l'IA d'aujourd'hui, traduit un... Attendez, dans le deep... Le deep learning. Alors ça veut dire, oui, expliquez bien ce que c'est. C'est une nouvelle manière de faire de l'apprentissage statistique à base de réseaux de neurones qui a révolutionné beaucoup de choses il y a une vingtaine d'années, à l'initiative en particulier de Yann Lequin. Est-ce qu'on peut ajouter que en fait, le deep learning succède au machine learning? Le machine learning, je parle sous ton contrôle, c'est un système capable de reproduire un comportement en apprenant à partir de données existantes. Et le deep learning, c'est un sous-domaine du machine learning. Et technologiquement, les traitements ne proviennent plus d'algorithmes existants, mais d'algorithmes créés par le système lui-même. Non, je ne dirais pas tout à fait ça. Je dirais que le machine learning, c'est le domaine général. Deep learning s'applique bien à certaines données, comme les images, mais beaucoup moins bien à des textes, par exemple, ou à des systèmes complexes, comme concevoir quelque chose. Il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui conçoivent quelque chose. Ce n'est pas dans le domaine du deep learning, par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement l'intelligence artificielle vise à décomposer l'intelligence en éléments petits et donc faciles à contourner, à connaître, des fonctions cognitives si élémentaires qu'une machine soit en mesure de les modéliser une à une? Mais la question qui se pose, c'est que quand on parle et quand on décompose comme ça la connaissance, on a bien cette diversité et on est bien arrivé à cette multiplicité, mais il y a autre chose que cette multiplicité. Il y a au fond le sens qu'on lui donne. Absolument. Et que le robot ne pourra peut-être pas donner. Oui, c'est tout à fait. Mais là, vous êtes dans les pas de Descartes en disant ça. Bien sûr, cartésien, décomposé. Et c'est amusant de voir que Descartes, qui la méthode cartésienne, il a voulu l'appliquer aussi à la pensée, aux idées et au raisonnement. Mais je dirais aujourd'hui, on n'a guère d'autres solutions que d'aller dans cette voie-là et de s'améliorer dans cette voie-là. Alors, pour la question du pouvoir de la machine, moi j'ai un slogan qui consiste à dire « Nous ne sommes pas assez intelligents pour faire des machines aussi intelligentes que nous ». Donc, moi, ça me fait une espèce de bouée de sauvetage, disons, dans ce domaine. Il est très dur de faire des prévisions. Dans 5 ans, il y aura peut-être une percée extraordinaire dans le domaine de la compréhension du langage naturel, qui est un point clé. Un dialogue médecin-patient, c'est aussi du langage. Et là, les machines ne sont pas si bonnes que ça. Christophe Dubois-Damien. Vous avez dit, Antoine Spire, avec beaucoup de pertinence, que l'intelligence artificielle n'était pas récente. Moi, j'estime qu'il y a une évolution de l'intelligence artificielle, mais par contre, il y a une révolution nécessaire des intelligences pour aborder le problème de l'intelligence artificielle. Et en fait, il y a eu des hivers et des étés. Jean Romer, qui a travaillé, qui est un pionnier en France, le sait bien. Et nous sommes plutôt à un été aujourd'hui, à mon avis, parce qu'on se trouve à un carrefour technologique où il y a les réseaux, les puissances de calcul et le volume des données disponibles qui sont
qui ont un degré de maturité suffisant pour converger. Si on revient au volume de données, en fait, il vaut mieux un algorithme faible avec beaucoup de données que l'inverse. Et là-dessus se pose le problème, justement, des relations avec les fameuses GAFAM et bientôt les BATX, qui sont leurs homologues chinois. Qu'est-ce que c'est BATX? Les BATX, je retrouverai le sigle, c'est exactement comme GAFAM. GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, hein, et les BATX, je vous le retrouverai. Alors vous avez besoin d'une petite canne pour vous aider. Oui, j'ai pas besoin. C'est l'ordinateur qui est là sous vos yeux. C'est la première fois je parle mal chinois. Depuis 30 ans que je fais cette émission, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui a tenu absolument à avoir son ordinateur sur la table. Parce que le problème est vraiment complexe. changé de période. Parce que le problème est complexe et qu'il faut également beaucoup de rigueur et de précision. Et seul l'ordinateur peut vous le donner. Moi qui suis vieux ringard et qui ai mon papier sous les yeux. Je pourrais également avoir des notes papier, mais ce n'est pas du snobisme d'avoir un ordinateur. Mais je retrouve en vous ce côté provocateur et sympathique. Ceci étant dit, j'étais dans mon raisonnement important, c'est-à-dire évolution de l'intelligence artificielle et nécessaire révolution. J'étais donc en train de vous parler des BATX, qui était le homologue des GAFAM, c'est-à-dire que nous importons en permanence de l'intelligence artificielle parce que nous, Européens, nous passons en moyenne 250 fois par jour sur nos smartphones et nous fournissons ces matières et ces données. Entre parenthèses, nous exportons des cerveaux puisque nos chercheurs travaillent plutôt pour les entreprises étrangères, GAFAM et BATX. Donc en fait, pourquoi avoir une nécessaire révolution des intelligences? Eh bien, en fait, pour justement relever ces défis. Et cela s'inscrit dans ce qui s'appelle l'intelligence économique, c'est-à-dire que nous sommes dans un concept radicalement différent. Troisième révolution industrielle. La première révolution industrielle, l'intrant, c'était la vapeur. Deuxième révolution industrielle, l'intrant, c'était l'électricité puis le pétrole. La troisième révolution industrielle de 1980, c'est la data, c'est la donnée. Donc on est dans un modèle économique différent pour lequel on favorise, je l'ai dit tout à l'heure, par la conjonction de trois éléments, on a un épanouissement de cette intelligence artificielle qui est en évolution et qui n'est pas récente, et il y a une façon de s'y prendre en mutualisant nos intelligences humaines. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas la fatalité et il n'y a pas l'apocalypse qui nous est promis par certains, et qui ont peut-être des raisons. La Silicon Valley nous parle de transhumanisme, de choses abominables, ou alors de promesses formidables, la fin de la mort, etc. Il faut raison garder et bien maîtriser le phénomène pour pouvoir se servir de l'intelligence artificielle comme une puissance artificielle au service de l'homme pour anticiper des menaces et saisir des opportunités. Monsieur Romer, il faudrait que vous me disiez, est-ce que c'est une prothèse ? Donc quelque chose de plus, comme lui, il a son ordinateur sur la table comme une prothèse, ou bien est-ce que c'est autre chose qu'une prothèse? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une autonomie suffisante de la machine pour créer quelque chose de neuf qui n'a pas été prévu? Dans un mot, je termine ma question, est-ce qu'en face de l'imprévu, et un imprévu imprévisible, la machine est constituée, ou sera constituée à terme, pour réagir? Non, ça, sur ce dernier point, on en est très loin. Alors sur l'aspect prothèse ou pas prothèse, je pense qu'il faut voir plusieurs échelles d'usage de l'intelligence artificielle. Moi, j'avais créé une boîte il y a un certain nombre d'années qui s'appelait Idéliance et dont le slogan était « amplificateur d'intelligence ». Il s'agissait d'une intelligence tournée vers un individu. Et je continue à travailler dans ce domaine-là, à essayer de faire ce que j'appelle des anges gardiens sémantiques. Voilà. Et je programme en ce moment des anges gardiens sémantiques. Donc ça sera sous notre contrôle. Par contre, où je suis moins optimiste que Christophe Dubois-Damien, c'est que je pense qu'aujourd'hui, l'IA et tout l'argent, les milliards mis dans l'IA, en fait, ils ne vont pas faire une intelligence plus forte que nous, mais ils créent un monde à côté de nous qui est dirigé par de l'intelligence artificielle à laquelle nous n'avons pas accès. C'est-à-dire que quand on fait du high frequency trading, quand on fait de la vente aux enchères en un millième de seconde de quelle pub on va mettre sur votre écran, eh bien ce sont des algorithmes qui font ça et aucune intelligence humaine n'est capable de comprendre quoi que ce soit à ça. Donc moi je ne crains pas qu'une intelligence artificielle plus forte que nous, plus intelligente que nous prenne le pouvoir.
Je crains qu'on crée un monde artificiel avec une faible intelligence et qu'on risque de s'aligner sur cette faible intelligence. Donc je crains de la création d'un monde qui nous dispense d'intelligence. Marie-Christine Venner. C'est remarquable. Moi, ce que je crains, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'autorité de régulation au niveau mondial. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Dubois, il y a des recherches qui sont menées. Alors, n'y voyez pas mal, mais quand M. Oppenheimer a commencé à faire des recherches, on n'a pas imaginé, on était assez contents et on n'a pas imaginé les conséquences que ça pouvait avoir. Donc, sans faire de comparaison... En l'occurrence, la bombe atomique. Oui, enfin, oui. Sans faire une comparaison semblable, je crois qu'il serait bon qu'il y ait une autorité quelconque qui définisse les règles d'éthique. Et quand je vous entends parler de la Chine, le problème éthique se pose vraiment, pour qu'on soit à l'abri de ce qui risque de se passer et que cette conversation ne me permet pas pour l'instant de cerner. Vous avez tout à fait raison. La nécessité d'une gouvernance de l'intelligence artificielle est une évidence. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle dépend du système de la troisième révolution industrielle qui s'appelle la plateformisation. Et le poids de ces plateformes est quand même très important. L'intelligence artificielle, je l'ai dit tout à l'heure, se nourrit à partir de ces plateformes. Et ces plateformes sont majoritairement représentées par les Américains avec les GAFAM et les Chinois avec les BATX. Et l'Europe est absente du jeu. Donc c'est un handicap. Vous ajoutez un deuxième handicap qui est la situation de l'Europe actuelle au niveau politique. Mais vous avez parfaitement raison. Il faut réclamer une gouvernance de l'intelligence artificielle avec les problèmes éthiques et les problèmes... C'est absolument indispensable pour anticiper les menaces. C'est indispensable. J'ai lu sous votre plume, Jean Romer, que en fait, l'intelligence artificielle, c'est d'abord de l'informatique. C'est-à-dire, vous nous ramenez toujours au matériel. Or, ce matériel, une fois qu'il est standardisé, il est toujours le même. Et donc, n'importe qui peut l'utiliser. Oui, c'est la quantité qui compte. C'est qui possède la quantité de matériel. Oui, ça, c'est une remarque très importante. L'ordinateur, la machine de Feynman, a été inventée dans les années 40. Elle a tourné pour la première fois seulement en 1948. Et si Feynman revenait, il dirait « oui, alors, bon, c'est ce que j'avais dit ». Mais par contre, c'est le matériel, c'est l'effort, ce sont les câbles, ce sont les centres de calcul, ce sont la puissance de distribution, marketing, pour mettre des smartphones et des objets connectés. C'est ça la plateforme aussi. Sans ça, il n'y a rien. Oui, mais il y a aussi l'intelligence de celui qui conçoit les programmes et conçoit en fait une nouvelle utilisation éventuelle de ces données. Oui, mais imaginez que sur les plateformes qui sont là, qui tournent, qui sont nourries, financées par les très grands au niveau géopolitique, qu'un algorithme se mette à trouver sa place et continuer à travailler pendant longtemps en favorisant ceci, cela. Ben là, il n'y a pas de nouvelle intelligence, si vous voulez. L'algorithme, il a été fait une fois pour toutes, il peut continuer sa vie pendant longtemps. De même qu'un ordinateur maîtrise les réseaux d'eau et d'électricité, il maîtrise aussi le traitement des données. Est-ce que le secret, ce n'est pas les logiciels? Et qu'en fait, l'invention de nouveaux logiciels... Je fais un peu de provoque, je suis d'accord. Vous êtes quand même d'accord que c'est essentiel. Oui, mais ce n'est pas tout. Si vous voulez, supposer le meilleur logiciel du monde qui serait présent en un seul exemplaire dans un grand centre de calcul, peu connecté au reste et qui permettrait de dialoguer avec le génie du moment ou de simuler un grand auteur avec son hologramme, etc., ça ne ferait peur à personne. Mais à partir du moment où il est dans notre poche, sur nos poignets et dans nos chaussures, etc., c'est ça. Enfin, il faut les deux axes, quoi. Pour voir pourquoi on se pose tant de questions, il faut voir le produit, je dirais, du logiciel par la plateforme matérielle. Je vois les choses comme ça. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les développements tout azimut de l'intelligence artificielle vont être autre chose que ce que j'appelais tout à l'heure une prothèse? Oui, beaucoup de choses sont possibles. C'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir des systèmes, il y a un risque. Le risque, ce n'est pas l'intelligence supérieure, c'est l'autonomie par rapport aux humains.
Et pour être Le risque, mais aussi le succès. Parce que si par hasard la machine devient autonome, elle va peut-être faire des prodiges. Peut-être, ça dépend à quels objectifs. Ses intentions. Quelles sont ses intentions, voilà. Quelles sont ses intentions. Mais attendez, on ne va pas parler d'intention des machines. Sans aller jusqu'au prodige, la machine peut faire des avancées très substantielles. Et pourquoi se priver de ces avancées substantielles? Si on revient à la notion de gouvernance, il y a une sous-partie qui est quelle tâche pour quels hommes face à l'intelligence artificielle. Et là, on touche le problème de la complémentarité, comment, notamment dans le domaine de la formation, d'anticiper ce modèle. Et là-dessus, on a un énorme problème, puisque en fait, l'école de la République française est insuffisante, la formation continue est insuffisante, il faut d'ailleurs être tout à fait précis. Il n'y a pas que l'école française qui n'est pas de qualité. Mais vous avez énormément d'écoles dans le monde entier qui sont insuffisantes par rapport à ces défis. Et c'est tout à fait normal parce que ces défis sont encore assez récents. Inversement, on peut citer Singapour, le Vietnam, la Corée et surtout Israël. Israël, si je ne me trompe, 8 millions d'habitants, ont réussi il y a peu de temps à être une start-up nation et maintenant à être une cyber-nation. C'est extraordinaire. Et les enfants de 3 ans commencent déjà à avoir une culture. Alors, il n'y a pas que le codage, il y a une culture. Donc là-dessus, je pourrais faire des développements, parce que je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je suis réaliste. Et mon métier est d'accompagner, de ne pas laisser une entreprise de se priver de la chance qu'elle a, et c'est pour ça que j'appelle ça la puissance artificielle. Donc, mais sous réserve de réussir sa transformation en formant ses collaborateurs et en les laissant pas ni sur le chemin. Or, c'est le cas actuellement. Voilà. Est-ce que vous pensez que dans les développements, puisque vous citez des pays qui petit à petit se sont mis à l'heure de l'intelligence artificielle, dans les développements, c'est possible, et qu'est-ce qui a été possible dans ces pays et qui n'a pas été possible en France, et pour quelles raisons? Au niveau des développements scientifiques, rien. C'est-à-dire qu'une des grandes qualités de la France en intelligence artificielle, c'est d'être bon dans tous les domaines de l'intelligence artificielle, qui vont bien au-delà du machine learning, de l'apprentissage automatique et du deep learning. On est bon dans tous les domaines. Mais c'est pas répandu dans la société. C'est pas répandu dans la société, parce que ça, c'est une question de fric, après. C'est une question d'investissement, d'argent, dont un investissement intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a 2 types d'investissements. Il y a l'investissement d'Amazon, c'est d'avoir de plus en plus de clients. Puis il y a l'investissement au sein d'une grande entreprise. C'est un énorme investissement intellectuel pour... Est-ce que vous ne croyez pas que la tonalité du rapport Villani sur l'intelligence artificielle, rapport qui a été présenté au président de la République, qui est de montrer qu'au fond, le champ des possibles est ouvert et qu'il est quasiment infini, n'est peut-être pas le meilleur possible pour faire réfléchir une nation. Je veux dire par là que c'est pas seulement en montrant les possibilités qu'on fait réfléchir une nation, c'est aussi en essayant de pointer les moyens pour que la découverte, en l'occurrence les progrès de l'intelligence artificielle, deviennent véritablement l'affaire de tous. Mais il n'a pas dit que ça. Il a dit aussi qu'il fallait qu'on soit formé. Oui. Mais son rapport est surtout sur les possibilités ouvertes. Pour pouvoir savoir exactement quelle est la frontière entre les possibles et l'impossible, le moral et l'immoral. Alors, si vous voulez, Christophe Doubois-Damien. Le rapport, alors d'abord, ne boudons pas notre plaisir. Le fait qu'un président de la République s'engage et le fait qu'il nomme une personnalité de haut niveau comme Cédric Villani, que nous avons rencontré, est une excellente chose. Ceci dit, quand on fait une critique un peu constructive du rapport Villani, je pense qu'il faut le mettre en perspective, notamment ce qu'on appelle le Consumer Electronics Show. Et en fait, la nouveauté, ça va tellement vite qu'on est maintenant à une tendance. Consumer Electronics Show. C'est à Las Vegas, une espèce de grand salon, mais qui est beaucoup plus qu'un salon avec des produits, c'est également un endroit de conférence. Et donc en fait, c'est ce qui se passe. Confrontation des pratiques sociales. Confrontation de la recherche et de l'existence également des produits commerciaux sur la chose. Donc nous avons travaillé avec des gens moi j'y suis pas allé, mais qui en reviennent, et on est à ce qu'on appelle comment dirais-je, l'Internet to me. Ça s'appelle l'Internet to me. C'est-à-dire, voilà ce que je veux, et je voudrais faire en sorte que ce soit.
Donc en fait, beaucoup plus tourné sur le consommateur. Or en fait, s'il y a une critique à faire du rapport Villani, c'est qu'il reste encore dans des domaines de recherche. Or vous avez par exemple, je le cite encore, Yann Lequin qui dit « Je passe beaucoup plus de temps à être en ce que j'appelle le cerveau d'œuvre, c'est-à-dire à capter des startups autour de moi qu'à faire de la recherche plutôt infocentrée. » Donc c'est énormément de réflexions dans ces domaines qui peuvent être la critique constructive du rapport Villani. Il faudrait rentrer dans le détail. Merci beaucoup. Alors je rappelle que le livre de Jean Romer s'intitule « Des tabulatrices aux tablettes » et il est publié aux éditions YGREF. Merci. Avancées et risques de l'intelligence artificielle, deuxième partie, sur le grill. Nous avons face à face Laurence de Villers. Vous êtes professeure à la Sorbonne en informatique. Vous êtes chercheuse au LIMSI, c'est un groupe de recherche en informatique. On peut dire que votre spécialité, c'est la représentation et la détection des états émotionnels dans les interactions homme-machine, et puis les problèmes de l'éthique, puisque vous avez publié, enfin, vous dirigez ou participez à une commission éthique de la recherche en apprentissage machine. C'est la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d'Alisten, donc le CERNA. Et vous avez publié un livre chez Plon qui s'appelle « Des robots et des hommes ». En face de vous, Jean-Paul Lemont. Bonsoir. Vous êtes roboticien. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire d'analyse et d'architecture du système LAS du CNRS à Toulouse. Vous enseignez la robotique à l'École normale supérieure et vous avez été titulaire de la chaire du Collège de France, Liliane Bettencourt, et vous êtes membre de l'Académie des technologies, membre de l'Académie des sciences, et je vous remercie d'être avec nous. Alors voilà, je voudrais commencer par l'origine du mot robot, puisque vous avez travaillé sur les robots, Jean-Paul Lemont. On peut dire que le mot robot a été introduit par Karel Čapek dans une pièce de théâtre qui était écrite en 1920. Et le mot, en fait, se réfère à un travail répétitif. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, puisque de là est sortie la célèbre trilogie robotique d'Asimov, on a d'une certaine façon dépassé ce stade largement, et qu'on est dans une situation où des robots d'apparence humaine, et je pense à NAO, le petit humanoïde français par exemple, Aldébaran Robotics, ça a dépassé ce stade de la répétition, et au fond des plus grands fantasmes courent sur l'autonomie des robots. Comment est-ce que vous traiteriez de cette question, autonomie, liberté des robots? Vous rentrez dans le vif du sujet, là. Si on se réfère à l'introduction du mot robot dans la pièce de théâtre à laquelle vous faisiez référence, c'était une pièce de théâtre de fiction. C'est-à-dire que les robots étaient joués par des vrais personnages et qui étaient des formes d'esclaves, machines, qui donnaient une idée de ça. Doit-on situer les progrès de la robotique en partant de là? J'en suis pas sûr. La robotique, ça s'inscrit dans l'histoire des techniques. Et si on regarde, il y a eu un progrès constant qui ne remonte pas à l'introduction du mot robot, qui remonte bien avant, dans toute l'histoire des machines. Et je préfère situer, moi, la robotique dans cette histoire des machines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec la robotique? Le mot robot apparaît en 1920, bon, c'est très bien, c'était conjoncturel au fait qu'il y avait de très grands progrès en microélectronique, ça va être la naissance qui va donner plus tard l'informatique, la possibilité pour des machines de calculer, qui va être théorisée par la cybernétique, on pourra revenir dessus, c'est-à-dire la régulation des systèmes, la machine autonome, la machine automatique, Norbert Wiener, la machine donc automatique régulée. Et puis, le terme intelligence artificielle apparaît dans la fin des années 50, en 1956 exactement, et on voit apparaître le mot autonomie. Et quand on parlait d'automatisme, le mot était peut-être un petit peu moins porteur de sens, et là vous m'interrogez d'entrée sur deux mots qui sont extrêmement puissants, c'est autonomie, et en plus vous rajoutez la liberté. Je laisserai la liberté de côté pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure. Pour simplement parler d'autonomie. Si je vous dis qu'un système autonome, c'est une machine automatique dans son milieu,
Je commence par peut-être donner un sens au mot robot et robot autonome, donner un sens à l'autonomie. C'est-à-dire en ramenant au fait qu'un robot autonome reste avant tout, une machine, il ne s'agit qu'un, et deux, qui est doté d'automatismes qui sont définis à partir du milieu dans lequel elle évolue. Et là, on pourra revenir sur ce... Jean-Paul Lemond, dans un petit livre absolument remarquable, de la collection Études de style, dirigée par Nicolas Martin, vous avez travaillé sur l'apport de Poincaré. Oui. Et vous avez tenté de montrer, et ça m'a paru très très intéressant, qu'au fond, Poincaré avait montré qu'il fallait se laisser guider par l'expérience. Absolument. Et c'est se laisser guider par l'expérience que je voudrais vous voir commenter. Est-ce que d'une certaine façon, on n'a pas petit à petit, au fur et à mesure des expériences, pris conscience du passage de l'automatisme à l'autonomie relative de ces robots? Si je me suis référé à Poincaré, je considère que Poincaré, un petit peu par provocation, est sûrement le plus grand penseur de la robotique, alors même qu'il est décédé en 1912 et qu'il n'a pas connu le mot robot. Il ne savait pas du tout ce que c'était qu'un robot. Mais pourquoi je considère que c'est un des plus grands penseurs de la robotique? Parce qu'il a posé les problèmes de notre rapport au réel. Quand je dis notre, c'est d'un système au réel. C'est-à-dire, c'est le rapport que vous avez au réel, le rapport que peut entretenir une machine au réel. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc là, il s'adresse aux chercheurs qui travaillent dans les sciences naturelles, qui essayent de comprendre le comportement de l'homme, le comportement animal, le comportement des végétaux, voilà, qui sont des systèmes en leur milieu. Et il dit qu'on n'a pas accès au monde physique, qu'on transite par un mode de représentation, ce qu'il appelle l'espace représentationnel, l'espace des représentations qu'on se fait à partir de systèmes de perception et à partir des systèmes moteurs d'action qu'on peut avoir sur le monde physique. Il y a une espèce de ce que j'appelle les trois espaces de l'action, l'espace physique, l'espace sensoriel, l'espace moteur. Et là où il a l'idée de génie, c'est d'introduire cette notion d'espace de représentation dans lequel opère la géométrie. Et j'aurais envie de dire que la robotique, mais là aussi je suis extrêmement réducteur en disant ça, c'est avant tout une histoire de géométrie, c'est-à-dire comprendre comment nous comportons dans le monde, donc dans le milieu que nous avons défini. Et ce que j'ai introduit tout à l'heure, la notion de milieu, cette notion de milieu se définit justement par rapport à nos capacités perceptives et nos capacités d'action que nous avons sur le monde réel. Il ne nous est pas possible de voir avec de l'infrarouge ou bien d'avoir des capteurs de température ou que sais-je. Donc, Laurence de Villers, alors, lorsque j'ai lu votre livre, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était impliqué dans cet état émotionnel qu'il y a dans les rapports entre l'homme et la machine. Et comme c'est le troisième point qu'avait abordé Lemond, je voudrais vous voir réagir à ça. C'est-à-dire quand vous parlez, au fond, justement, d'état émotionnel, l'état émotionnel, il est du côté de l'homme. Est-ce que vous voulez dire que c'est l'homme qui use de la machine qui a des émotions particulières, ou bien est-ce que vous pensez que l'autonomie de la machine va jusqu'à, excusez-moi, produire, entre guillemets, des émotions? Alors, merci pour cette question qui est au cœur, effectivement, des questions qu'il faut se poser actuellement. J'ai une réponse tout à fait simple et je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde serait à peu près d'accord avec moi dans le milieu de la recherche, pas forcément parmi les transhumanistes ou les milieux philosophiques qui sont autour de ces sujets. La machine n'a pas de sentiments, n'a pas de corps et n'a pas de ressenti au sens de Spinoza, un conatus, un équilibre de vie, etc. Donc je suis très proche de respirer, merci. Des propos de Jean-Paul Lemond, évidemment. Ce qui n'empêche pas de se préoccuper quand même de cette intelligence sociale et affective avec les machines. Parce que nous projetons sur les machines des capacités cognitives que la machine n'a pas forcément. Elle a une mémoire énorme, des processeurs pour lui faire prendre conscience de son environnement. On repart sur le robot qui perçoit. Ce deep learning dont on vient de parler déjà, qui donc sont des réseaux de neurones pour percevoir, pour générer des informations, et qui sont très très faibles en fait pour raisonner. Donc déjà, toute cette partie-là, en représentation, est assez pauvre. Une machine apprend sans comprendre.
Et nous, humains, il ne faut pas qu'on désapprenne devant ces machines. La question était excellente aussi tout à l'heure sur la décision, et c'est à nous de prendre des décisions par rapport aux machines. Donc, pour moi, il faut se préoccuper de 3 choses. Les fonctions des robots, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de tâches autour de nous, une autonomie dont vous venez de parler, qu'on contrôle ou moins à travers une interface. Moi, je travaille sur le langage, qui est cette interface que j'ai avec la machine, puisqu'en fait, on fait des systèmes de dialogue machine, avec de la reconnaissance de la parole, un simulacre de compréhension qui est assez pauvre, et puis une réponse. La deuxième grande fonction, la première, c'est un robot fonction. La deuxième, c'est un robot avec des capacités sociales, puisqu'on parle de robotique sociale. Donc capable d'expression émotionnelle, de comprendre notre expressivité physique, la façon dont on se comporte, ou dans la voix. Vous allez trop loin en disant comprendre notre expressivité. Parce que... Tout à fait. C'est pas comprendre, c'est interpréter l'expressivité. Et vous avez raison de me reprendre sur ce mot. Et c'est important qu'on soit conscient de ça. Mais c'est parce qu'il a déjà ingurgité des manières de réagir qu'il ressort cette manière de réagir. Il est tout à fait en imitation, en fait. Il est capable d'avoir ingurgité un grand nombre de corpus qui sont avec des données émotionnelles, des signaux, alors soit des visages, soit des vidéos ou de l'audio correspondant en fait à de la colère, de la peur, de la joie, de la tristesse. Je vous le fais court. C'est très très pauvre pour l'instant la représentation qu'on utilise. Et pour avoir beaucoup travaillé sur donc ce qu'on appelle l'informatique émotionnelle, qui comprend reconnaissance des émotions, raisonnement dans un système de dialogue, avec prise en compte de ces émotions. Et le dernier point qui est d'exprimer des émotions à travers les sens, les gestes ou bien la voix. Je vous arrête, exprimer des émotions, mais elles ont été recensées au préalable par celui qui en a été l'origine et qui déjà a recensé les émotions. Et le robot ne peut pas avoir d'autres émotions que celles qui ont été recensées par son créateur. Bien sûr. Donc c'est tout à fait en fait ce qu'on a mis dans le robot qui est utilisé. Pour l'instant, l'informatique émotionnelle est un mimétisme de très bas niveau que certains extrapolent. Et on voit ça beaucoup. Hanson Robotics, par exemple, ce fameux robot qui s'appelait Sophia, qui a fait un discours à l'ONU pour donner des informations sur les robots par rapport aux humains. C'est fake. On parle de fake news, mais là, c'est la fake empathie. Il n'y a absolument rien de véridique. Et pourtant, ce robot est citoyen d'Arabie Saoudite. Donc ça veut dire que la société ne comprend pas à sa juste mesure, je pense, l'impact qu'on va avoir ces machines autour de nous. Mais c'est difficile pour un roboticien ou pour une informaticienne de dire, vous savez, le robot, il peut beaucoup moins que vous ne croyez, et vous êtes tout le temps en train de rabaisser les fantasmes des gens qui vous sont confrontés. Mais heureusement, on est là pour ça. Ah oui. On est là pour ça. Tout à l'heure, quand on parlait de projection, pourquoi il y a un mécanisme de projection ? Parce qu'encore une fois, c'est une machine, le robot est une machine qui bouge. Il n'y a pas grand-chose qui bouge dans le monde, c'est le vivant qui bouge. Il y a des plantes qui bougent, les animaux qui bougent. Non, mais je parle simplement du vivant. Et donc les êtres humains qui bougent. Et donc quand on va voir une machine, alors en plus si elle est de forme anthropomorphe qui bouge, il est tout à fait naturel de faire une projection, un transfert. Et là, moi je vois qu'il y a 2 sentiments qui peuvent apparaître et que je distinguerai. C'est le sentiment d'émerveillement ou le sentiment de fascination. Et là, nous sommes dans une société qui est fascinée. Je préférerais qu'elle soit émerveillée. Quel distinguo je fais entre les deux ? L'émerveillement, c'est quand vous comprenez que vous n'avez pas compris. Vous êtes émerveillé devant le tour d'un prestidigitateur. Là, c'est magnifique, vous vous agitez, vous savez qu'il y a un truc. Et vous êtes complètement émerveillé, comme l'enfant, devant des petits automates, voilà, cette capacité d'émerveillement. Non, on est fasciné. On est fasciné, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui est de l'ordre de la magie. Et là s'ouvre la boîte à Pandore de tous les fantasmes. Essayons peut-être pas de chercher à comprendre, parce que c'est peut-être un petit peu technique, c'est un petit peu compliqué, mais au moins comprenons que nous ne comprenons pas. Laurence Villers ? Oui, c'est là où on commence à parler d'éthique. C'est pour ça que moi je suis sortie de mon laboratoire en fait, en me disant que j'étais un peu apprenti sorcier avec ces systèmes. Il était facile de manipuler les gens à travers des systèmes avec des émotions, avec de l'humour. Et j'ai fait beaucoup de tests comme ça. Alors vous avez proposé 10 commandements éthiques pour des robots loyaux.
Oui. Alors, Mais avant de revenir à mes 10 commandements, je veux bien parler des 10 commandements maintenant, je voudrais dire quand même qu'il y a 4 leviers importants pour moi, qui sont la déontologie des concepteurs, hein, ou une certaine éthique dans la conception de bonnes pratiques, de connaissance en tout cas de ce qu'on est en train de faire, concepteur, entraîneur et vérificateur de système. Et puis, il y a aussi à donner aux gens quand même la capacité de comprendre un peu mieux, ou obliger les constructeurs de ces robots de donner des capacités des systèmes, ou faire que le système, je prends encore un exemple, le dernier système de Google qui parle aux gens avec une voix humaine et commande une pizza et donc est complètement abuse totalement la personne en face qui pense qu'il parle à un humain. alors, on vient de parler d'une pizza qui pourrait être faite par un robot. Ça vous fascine pas, vous, Laurent de Villers? Elle n'est pas faite par un robot, hein. Il commande une pizza à la voix en se faisant passer pour un humain, le robot. C'est très différent. Et moi, je trouve que là, il y a un comportement pas juste de la part des concepteurs. Il serait normal que le robot se présente en disant « Je suis X007, le robot de Google ». Ça serait plus simple. Alors, quand on parle de robots, attention, hein, les robotiques, les roboticiens considèrent que les robots sont ceux qui ont un corps présent en 3 dimensions. Et c'est vrai que les robots qui ne bougent pas, ils existent quand même, hein, avec des visages de temps en temps, ou des simulacres de visages. Et puis, on a ces antennes qu'on appelle plutôt des bots ou des antennes vocales, hein, où il n'y a que la voix, aucune représentation de l'humain. Et pour autant, les gens vont fantasmer, donner des genres à ces machines et leur donner des capacités dès que ces objets sont en interaction avec eux. Mais ils le font déjà avec leur voiture et les ascenseurs et tout ce qui nous énerve, et voir notre ordinateur. Donc cette façon, en fait, cette capacité d'interagir affectivement avec des objets autour de nous, c'est nous qui la créons. C'est une projection réelle. On anthropomorphise, et il y a beaucoup de théories là-dessus. Je pense à Reeves and Naves, par exemple, à Stanford, qui ont beaucoup travaillé sur cet aspect de projection qu'on a sur les machines, que ce soit des pauvres écrans ou même des aspirateurs. Vous savez, le premier robot qui est arrivé dans les ménages, c'est quand même l'aspirateur. Et bien, les gens sont capables de dire, il s'arrête au milieu de mon salon, mais que pense-t-il ? Donc ça va très loin, en fait, cette idée de projection et de monde qu'on est en train de construire, alors que un grand nombre de personnes ne comprennent pas du tout de ce qui est dans ces objets. Alors, par-delà le fantasme de celui qui attribue, au fond, une personnalité à la machine, qu'est-ce qu'il en est des disponibilités de la machine au-delà de ce qui a été prévu par le concepteur? Moi, c'est ça que j'aimerais que le roboticien me dise. Est-ce que c'est un fantasme de croire qu'un jour, la machine fera des choses qui n'ont pas été prévues par le concepteur? Oui. Fantasme. Oui. Ah, non. Vous voulez? D'accord. Voilà. Non, je veux bien le développer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? On a déjà des robots chez nous, les robots aspirateurs, vous pouvez en acheter un, mais il faut comprendre que les gens n'ont pas du tout conscience que c'est un robot. Ils s'en fichent éperdument. Ils achètent un aspirateur qui est J'ai vu des gens qui parlaient à leur ordinateur comme si c'était une personne. Exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, il y a des gens qui parlent avec leur voiture. Il y a des gens qui parlent... Non, mon ordi est très fatigué. Mon ordi est très fatigué. Mais bien sûr. Mais nous, on va voir... Non, mais ça, on l'a fait de tout temps. Oui. On l'a fait de tout temps. Je suis sûr qu'un maréchal Ferrand pouvait dire « mon marteau est fatigué ». Enfin, je sais pas. Je crois qu'on l'a fait de tout temps. Non, pour reprendre vraiment votre question, on attend d'un aspirateur qu'il aspire. Donc vous allez attendre quoi d'un robot qu'il fasse? Pourquoi il est fait. Ce pourquoi il est fait. Pourquoi vous avez dépensé de l'argent pour acheter un robot? C'est pour qu'il remplisse une fonction, et vous attendez à ce qu'il remplisse cette fonction. Et cette fonction va être définie par des normes machines. C'est-à-dire, il faut que ça marche, et il faut que ça rende compte d'un cahier des charges, que ça soit certifié. Et les problèmes qu'on peut avoir avec les technologies nouvelles, justement, dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond, c'est justement la certification des algorithmes. C'est-à-dire avoir la garantie qu'ils font bien ce qu'on leur demande de faire. Et donc, qu'il y ait des preuves formelles d'algorithmes, et ça, ce sont des problèmes mathématiques extrêmement difficiles. On ne peut pas laisser sur le marché, et on ne laissera pas sur le marché des systèmes sans certification. Je vais prendre simplement un exemple. Je crois que c'est de l'ordre de plus de 90% des atterrissages ou des décollages d'avions se font complètement en automatique. Vous comprenez bien qu'il a bien fallu certifier
ces logiciels-là. Et ce sont des logiciels très, très, très sophistiqués. Beaucoup plus sophistiqués que les logiciels... Et Jean-Paul Lemont, il y a une très grosse tempête, ou bien je pense à l'atterrissage à un endroit comme Malte, par exemple. Je ne sais pas si vous savez, on atterrit sur une piste extrêmement courte. Oui, extrêmement courte. Et c'est toujours un exploit pour le pilote. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. Là, il faut une intelligence humaine, ce qui veut dire que le robot ne peut pas juger et ne peut pas, au fond... très bien, allons-y. C'est ça, non? Oui, absolument, allons-y. Si on fait des avions entièrement automatisés, il ne pourra pas atterrir à Malte. On supprimera la piste d'atterrissage de Malte. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que là, je reviens à la notion de milieu. La machine autonome, la fameuse machine autonome. La machine autonome, c'est une machine automatique dans son milieu. On va prendre la question de la voiture autonome. Celle qui... Alors, la voiture autonome, tout le monde pense la voiture comme étant une voiture qu'on ne conduit pas et qui peut aller aujourd'hui dans le quartier du Marais, en toute sécurité, en toute autonomie, éviter les piétons, décider s'il faut écraser la belle-mère ou il vaut mieux écraser le petit garçon, etc. Cette situation ne se produira jamais. Cette situation ne se produira jamais. Il n'y aura pas de voitures autonomes qui vont circuler dans le Marais restant ce qu'il est. Il va y avoir des infrastructures qui vont être créées autour de la voiture autonome. Comme, à un moment donné, vous avez désiré faire du 130 km/h en voiture, ce qui est une vitesse quand même assez importante. Pour ça, on vous a fourni une voiture qui fait du 130 km/h. Mais on ne vous a pas fourni que ça. On vous a fourni des autoroutes, des infrastructures qui vous permettent de faire ça. Et vous ne pouvez pas faire du 130 km/h dans le Marais. Donc il va y avoir, c'est vraiment le point important. On pense le robot autonome comme une machine magique là, qui descend du ciel, qui est omnisciente, qui sait tout faire, etc. Non, elle doit se définir dans son milieu et son développement et sa pénétration se fera avec des conditions d'utilisation qui vont transformer notre environnement et on va partager cet environnement avec les machines. France de Villers. En fait, là, tu oublies la partie interaction sociale du robot avec les humains, qui pense être autre chose que juste la voiture autonome, etc. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de certifier. Il faut voir après l'usage qu'on en fait. Et moi, je parle beaucoup de coévolution humain-machine. On va faire que les machines s'adaptent à nous. On a vu taille de Microsoft, c'était un système, un chatbot. Au début de la journée, il disait « j'aime les humains ». Et à la fin de la journée, il disait « vive les nazis ». Pourquoi ? Parce qu'il y avait un programme à l'intérieur qui permettait d'apprendre automatiquement. Et une des mesures de récompense qui était donnée, l'apprentissage par renforcement, tu connais bien, on utilise beaucoup en robotique pour se déplacer, eh bien, dans le langage, par exemple, il avait la propension d'apprendre les mots que lui donnait la personne, et avec une métrique d'engagement. Et il a bien compris que parler de sujets non politiquement corrects, ça fait parler les gens. Voilà la créativité de la machine, d'une certaine manière. Je reprends un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'interaction sociale. Les fameux aspirateurs. J'ai découvert pas mal de publications autour de ces robots aspirateurs. Ils ont une influence sur les gens, figurez-vous. Ils font ranger les enfants, par exemple. Le fait que ce soit une machine qui soit à la maison n'est pas neutre. Le fait qu'elle se déplace dans notre environnement n'est pas neutre. La relation qu'on a à ces objets, il faut relire Simondon, ces philosophes, qui d'ailleurs ne connaissaient pas les robots. De la même façon. Simondon, si. Enfin, c'est le début des outils. Disons que ce n'était pas encore très développé. Vous connaissez la pièce de Karel Capet. C'est au fond le grand chapitre des usages sociaux des machines. Oui. Il y a toujours eu un usage social des machines qui transforme la société. Oui. Ça de tout le temps avec les nouvelles machines. Les machines s'adaptent à nous. Okay, donc ça donne une donne un tout petit peu différente, qui est qu'il faut quand même contrôler, on parlait de certification tout à l'heure, il faudra contrôler que le comportement de la machine ne dévie pas, en être responsable. C'est une question, quand je parle d'éthique, moi c'est l'éthique appliquée, pratique, des bonnes pratiques, et aussi la responsabilité, dès qu'on va avoir des problèmes avec ces outils, que ce soit avec ma grand-mère ou avec la voiture autonome, si c'est un robot qui aide ma grand-mère. Et moi je suis en train de monter des projets sur ce qu'on appelle le nudging. Le nudging, c'est une manipulation insidieuse, ou dissimulée. Ce n'est pas une vraie manipulation au sens où on oublie certains choix. Tous les choix sont présentés, mais certains sont mis en avant et on va les choisir par des biais cognitifs qui vont être la paresse, faire comme les autres, le choix par défaut, etc. Et l'informatique est bourrée de ces trucs-là. Et la robotique aussi le sera. Quand tu dis qu'elle est bourrée, elle sera bourrée peut-être. C'est déjà ça sur Internet. Si je ne parle pas des robots, je veux dire, le choix par défaut, il est là tout le temps. Et par paresse, on ne va pas aller lire le ligne de contrat. On va cliquer. Le clic, il est là. Alors maintenant, si demain, j'ai des machines qui détectent mon comportement émotionnel et qui vont s'adapter à moi,
je pense qu'elles vont être encore plus fortes pour me Oui, vendre mais ça aura des été choses. prévu. Ça aura été prévu à l'avance. Prévu par qui? Par celui qui a conçu la machine. On est d'accord, bien sûr. De savoir Est-ce que ça va qu'à un être certain prévu moment, vous aurez tel comportement émotionnel Ouais. et qu'à ce moment-là, il faut réagir de cette façon. Voilà. Alors il y a un économiste brillant qui en a parlé, c'est le dernier prix Nobel d'économie du comportement, qui s'appelle Toller, qui écrit sur le nudge. C'est lui qui fait monter ça aux États-Unis en 2017 en disant c'est un vrai sujet. Et nous, à Dataïa, sur le plateau de Paris-Saclay, on a monté un gros projet sur ce sujet avec des informaticiens, des économistes et des gens qui vont travailler sur la loi. Il faut avoir cette interdisciplinarité qui était très bien avancée par la mission Villani, qui a été au moins un pas en avant. On peut critiquer, si vous voulez, ce qui était écrit. Ça ne représente pas la totalité des choses. Il a eu 6 mois, même pas, pour arriver à une synthèse qui est d'une excellence rare, hein, et qui mettait au centre l'humain avec ses machines. On ne parlait pas juste de techno, ni de certification, mais de l'humain dans ses usages avec les machines dans son quotidien. Et c'est ça vers lequel il faut aller, je pense, tous ensemble. Il faut évidemment pas... Moi, je suis plutôt technophile et je travaille sur deep learning, machine learning, etc. depuis très longtemps. Donc, c'est pas le propos d'empêcher des experts d'être excellents dans ces domaines-là et de continuer cette excellence, mais c'est de comprendre les implications que ça va avoir au jour le jour pour tout un chacun. Jean-Paul Lomont, excusez-moi. Moi, j'entends chez Laurence de Villers une tonalité un petit peu différente de la vôtre, c'est-à-dire quelqu'un qui nous dit oui, c'est vrai, tout est programmé à l'avance, mais en face de l'émotion, il y a tellement de possibilités de réaction qu'on arrivera à des réactions, au fond, qui auront été imprévisibles pour celui qui dialogue avec la machine. Mais Je voudrais savoir si... est imprévisible. Oui, la machine, j'ai bien est compris. imprévisible. Alors, je voudrais savoir si vous êtes en désaccord total avec ça, et dites-le. Oui, mais non, la machine ne doit pas être imprévisible. Ah, ça c'est autre chose, si on met des règles. Mais non, c'est pour l'instant, sans c'est pas règle. le cas. Je veux dire. Ah, ben voilà, il va essayer, on touche un problème capital. Mais si, Mais non. Attendez, laissez-le expliquer. Alors, allez-y. Voilà. Non, Pourquoi la machine doit être imprévisible? Je reviens sur émerveillement et fascination. Là, en ce moment, on est fasciné. C'est-à-dire qu'on est paralysé pour prévoir le futur. Là, je voudrais prendre simplement l'analyse qu'a fait récente, enfin c'était en octobre dernier, Rodney Brooks, donc du MIT, dont c'est un des meilleurs roboticiens au monde, qui a non seulement un théoricien de la robotique, mais aussi une pratique de la robotique, au sens il a fait des entreprises, c'est lui qui a fait des fameux aspirateurs automatisés, et maintenant il fait des robots pour l'industrie, il sait faire de l'argent avec des robots, donc il connaît aussi les moteurs socio-économiques, ce sont eux qui vont diriger les progrès de l'informatique. Et dans ce rapport, il relève les 7 péchés capitaux des prospectives que nous faisons actuellement. Par exemple, en matière d'emploi, suppression des emplois à outrance. Il dit, sous 10 ans, il n'y a aucune machine aujourd'hui qui est capable de prendre ce verre comme je le fais. C'est ça qu'il faut comprendre. Or, on le suppose comme acquis. En 1997... C'est la faiblesse de Villani. En 1997, on avait au laboratoire un robot mobile qui se garait tout seul avec une remorque. Vous allez me dire, vous êtes bien amusé, en fait, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une voiture avec une caravane, ou bien un semi-remorque. Y a-t-il aujourd'hui des semi-remorques automatisés? Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que depuis plus de 20 ans, on sait qu'ils peuvent être automatisables. Donc il y a sûrement un intérêt à automatiser des... Mais après 20 ans, c'est toujours pas fait. La voiture qui est capable de se garer toute seule, ça a mis une 30aine d'années pour passer de la recherche et tout. Donc on nous dit dans 10 ans, les robots sauront faire et vont supprimer des emplois. Les robots aujourd'hui ne savent rien faire, façon de parler, disons dans des tâches qui sont des tâches élémentaires, sauf dans l'industrie automobile, où ils sont dans des cages, où ils ne peuvent pas interagir avec les humains. Donc on arrive à l'interaction avec l'homme. L'interaction avec l'homme, donc c'est l'interaction cognitive, c'est-à-dire ces robots qu'on va mettre, par exemple, comme le robot Pepper, ou comme les robots qu'on va mettre dans un supermarché devant en tête de gondole d'un certain produit, qui va interagir oralement, émotionnellement, dans le sens où c'est un robot qui est rigolo, et qui va faire monter les ventes du produit qui est juste derrière lui, puisqu'il est là pour le faire vendre. On dira c'est un assistant intelligent. Voilà, c'est un assistant intelligent qui est utilisé pour le marketing. Mais pour l'instant, il n'y a aucune... Attends, non, mais ce que je veux souligner, Laurent, c'est qu'il n'y a aucune interaction physique
Ah oui, ça, avec je les suis machines. d'accord. Ce sont des interactions qui sont Cognitives. d'ordre Enfin, cognitif ou émotionnel, qui jouent sur les projections que nous pouvons faire sur la machine, et ça, le marketing l'a parfaitement compris. Mais vous allez plus loin. Moi, je dis que même si c'est dans 10 ans, d'accord, qu'on a des robots autour de nous, on parle de bots plutôt que de robots et d'agents conversationnels. Si on met Google Home dans la tête de Pepper, je travaille aussi avec des Pepper et des Nao de SoftBank Robotics, c'était Allemande Robotics, c'était du temps où ils étaient français, puis ils sont japonais maintenant. Donc, si je mets Google dedans, je risque d'avoir des gens qui se prêtent au jeu et qui vont répondre, regarde, ce qu'ils font, ils commandent une pizza et la personne en face ne se rend pas compte. Donc, il y a besoin de mettre des garde-fous sur tout ça, c'est ce que je dis. J'ai pas dit qu'on était capable de faire des robots qui se C'est le fameux déplacent. régulateur dont parlait Marc-Christine Vénère tout à l'heure. Oui, Il faut qu'il y ait un Je suis régulateur tout à fait gouvernemental. d'accord avec ce qu'elle dit. Gouvernemental ou... Il faut les deux, c'est-à-dire qu'il faut monter en compétences de compréhension, c'est ce que je disais tout à l'heure, déontologie chez les concepteurs, il faut donner empowerment, on parle en anglais de ce terme qui est encapacitation, c'est-à-dire pousser les gens à mieux comprendre, pas ce qu'il y a dedans et pas comment ça fonctionne d'un point de vue programme, mais comment ils peuvent les utiliser, comment sont les frontières, et même pour finalement les médecins, c'est la même chose, il faut faire des grilles de comportement de ces outils pour qu'ils les utilisent de façon intelligente, donc c'est cette complémentarité. Il faut donner des outils en fait aux gens pour comprendre avec d'autres choses que le deep learning ou d'autres aspects qu'on arrive à ça et travailler sur la coévolution. Maintenant, je reviendrai quand même sur la machine physique robotique. On sait que c'est beaucoup plus difficile de faire marcher un grand robot, par exemple. On sait que c'est encore des choses qui sont complexes. Et effectivement, on n'en est pas encore à voir arriver toutes ces machines autour de nous de façon autonome. Même prendre un objet. On parle d'affordance. Un robot, vous lui donnez un objet comme ça, il ne sait pas ce que c'est comme fonction ou quoi, qu'est-ce. Il n'a pas d'a priori ni de sens commun. C'est ça le truc. Et donc la machine, il faut lui réapprendre tout. J'aime beaucoup voir les travaux de Pierre-Yves Oudélier, par exemple, qui fait sauter les crêpes. Là, il a un robot qui fait sauter des crêpes. Il apprend tout seul à le faire, avec un certain labeur. C'est une créativité laborieuse. Et puis au bout d'un moment, tac, 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 c'est toujours le même geste. L'humain à côté, il apprend rien de temps. Et par contre, une nouvelle crêpe, tout, il va se réadapter. Et alors, quand Yann Lequin dit que l'intelligence artificielle serait l'intelligence d'un bébé rat ou je sais pas quoi, on est extrêmement loin de tout ça. Je pense qu'il faut relire Antonio Damasio, qui pour moi, qui a d'ailleurs écrit L'erreur de Descartes, pour comprendre qu'on a en même temps, dans nos décisions, ce prisme physiologique et cognitif qui nous fait faire des choses. C'est le plaisir, le déplaisir qui fait faire à l'humain ses recherches, qui le fait monter sur des choses, s'engager dans la vie, et ça, les machines n'en ont pas. C'est l'humain qui va mettre le déclic et la fonction pour laquelle il est fait. Donc je suis d'accord avec toi, on est moins avancé sur le côté mécatronique que sur le côté modélisation cognitive, et encore, on reconnaît la surface des choses et on ne sait pas comprendre. Merci beaucoup. Alors je rappelle que si vous voulez continuer le dialogue avec Laurence de Villers, il faut lire Des robots et des hommes, publié chez Plomb. Et pour continuer le dialogue avec Jean-Paul Lomont, je voudrais vous conseiller ce petit livre Poincaré Lomont, tout simplement, dans la collection Études de style. C'est Poincaré et la robotique, les géométries de l'imaginaire. On peut dire que c'est un livre absolument saisissant, publié aux éditions du Bord de l'eau. Et puis la conférence inaugurale que vous avez faite au Collège de France, la robotique, une récidive d'Héphaïstos. Vous avez montré dans cette leçon inaugurale comment la robotique venait de très très loin. Merci à tous les deux. Avancées et risques de l'intelligence artificielle, troisième partie. Nos grands témoins sont Catherine Simon, bonsoir. Vous êtes présidente d'InnoRobot. On peut dire que plongée dans l'écosystème robotique mondial depuis 10 ans, vous avez été ambassadrice de la French Tech par le magazine Challenge en 2014. Vous êtes lauréate d'un trophée Femmes de l'économie pour l'innovation en Rhône-Alpes. Vous êtes experte de jury à l'INRIA. L'INRIA, c'est donc l'Institut national de réflexion sur l'informatique. Et vous êtes même chroniqueuse aux Échos. Vous, Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes le grand spécialiste de ces problèmes de l'intelligence artificielle. Vous êtes professeur à Pierre et Marie Curie, avec des recherches sur l'intelligence artificielle au laboratoire informatique de Paris 6. Le LIPSIS. Vous êtes président du comité d'éthique du CNRS, ça va bien nous servir parce qu'on n'a peut-être pas assez parlé d'éthique dans cette émission. Et vous avez publié notamment L'âme machine au seuil en 1990. Je crois d'ailleurs qu'on s'était vu à cette époque autour de ce livre. L'intelligence artificielle chez Flammarion déjà en 93. Le même titre, vous l'avez repris
il y a quelques années chez un autre éditeur, et puis le Cavalier Bleu en 2007, et puis Voir et pouvoir qui nous surveille au Pommier en 2009, et puis vient de paraître Le mythe de la singularité, faut-il croire à l'intelligence artificielle? Vous avez publié cela au Seuil cette année. Alors, à la question de savoir si l'intelligence artificielle vient bientôt dépasser celle des humains, vous avez répondu clairement, c'est non, Monsieur Ganassia. Le sous-titre de mon livre n'est pas « Faut-il croire en l'intelligence artificielle ?» car je crois dans les vertus de l'intelligence artificielle. Faut-il craindre? Mais faut-il craindre l'intelligence artificielle? Et effectivement, ma réponse est partiellement non. Il ne faut pas la craindre parce que je ne crois pas que nous soyons dépossédés par la machine. Nous avons parlé tout à l'heure d'autonomie. Le terme est intéressant parce qu'il est ambivalent. Il signifie deux choses. Il signifie d'un côté, du point de vue technologique, une chaîne de causalité qui va de la prise d'information à l'action sans faire intervenir d'agents humains. Et c'est effectivement ce qui se produit avec beaucoup de dispositifs actuels. Et ça existe. Et puis il y a un deuxième sens à autonomie. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est le sens philosophique, c'est le sens étymologique, autonomos, une loi que l'on se donne soi-même. Et c'est effectivement, à partir du XVIIIe siècle, cette idée de la liberté. Alors est-ce que les machines sont capables de se donner elles-mêmes leurs propres lois et d'avoir leur propre volonté qui nous échapperait? Eh bien ça, je n'y crois pas. Et donc, je pense que c'est faux. Alors vous allez me dire, vous ne croyez pas qu'il faut craindre l'intelligence artificielle? Pas tout à fait. Parce que je crois que si d'un côté, effectivement, il n'y a pas lieu de craindre qu'une machine puisse prendre son essor d'elle-même et s'opposer à nous, en revanche, je crois que l'intelligence artificielle prend une part de plus en plus grande dans le monde contemporain et que ça a des effets politiques très importants. Donc, tout un tas de questions nouvelles se posent aujourd'hui, que la société numérique est une société différente, dans laquelle, en particulier, les questions politiques se posent sous des formes, sous des angles totalement différents. Et je crois que ça sont des choses très sérieuses. Il ne faudrait pas que la peur masque le danger. Catherine Simon, est-ce que vous ne croyez pas que cette peur dont vient de parler M. Ganassia, finalement, chez nous, elle devrait venir de ce qu'on peut appréhender des réactions des puissants à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire la manière dont ils vont utiliser de cette technique pour faire croire qu'il y aurait une autonomie des robots, une autonomie des machines. Faisant croire cela, ils vont développer des peurs et donc cautionner leur propre pouvoir, non ? Alors, moi, je pense que ce dont il faut avoir le plus peur, c'est de la façon dont, effectivement, des gens qui maîtrisent l'usage ou la diffusion, le déploiement de ces machines, en fassent un usage qui ne soit pas, finalement, pour le bien commun. Je pense qu'il faut essayer de donner une finalité chapeau à pourquoi on fait ces technologies et certainement pas traiter les technologies comme une fin. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est je ne crois pas qu'il faille qu'on s'englue dans des peurs. Je crois que, finalement, on ne peut pas décider et on n'en sait rien. On ne peut pas décider à l'avance de l'usage qu'on va faire des technologies qui se développent et des produits et des services, nouveaux produits et services qui sont développés. C'est itératif. On nous propose une technologie, on l'adopte, on l'adapte, on l'use d'une façon différente potentiellement de ce qui avait été pensé comme usage, et puis ça revient, et puis c'est quelque chose d'itératif, jusqu'à ce qu'à un moment, éventuellement, on enferme ça dans une jolie petite boîte, et on dise, ça y est, un vélo, ça a deux roues qui sont pareilles, par exemple. Avant, on a fait plein d'essais avec un vélo avec une grande roue, une petite roue devant, un guidon, une selle différente, etc., jusqu'à ce qu'on se dise, voilà, ça pour l'usage commun, et le bien commun, le vélo, il est comme ça, et puis on n'ouvre plus cette black box. Et sur les technologies, il faut nous laisser, ces nouvelles technologies, il faut nous laisser expérimenter et jusqu'à ce qu'on trouve l'usage qui convient et qui soit adopté. Voilà. Dans votre livre, M. Ganassia, vous expliquez que les GAFA, donc ces entreprises, Google et autres, Facebook, etc., pratique une charité ensorcelée. J'ai trouvé l'expression très intéressante, charité ensorcelée. Ça signifie qu'elle se donne l'image de gens bienveillants et en fait pour nous attirer dans leur raie et d'une certaine façon augmenter leur puissance potentielle.
Tout à fait, vous savez que l'expression n'est pas de moi, elle est de Rimbaud dans Une saison en enfer. Et c'est peut-être cette saison en enfer donc qu'il faut craindre aujourd'hui. Nous sommes dans une société de l'information et donc il faut se montrer généreux, il faut se montrer accueillant, ouvert à tout. Mais bien sûr, il faut ensuite essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces figures de générosité. Et je crois qu'en réalité, on est dans une société complexe qui a émergé progressivement. On nous explique souvent qu'il y a une forme de déterminisme technologique, c'est-à-dire qu'elles vont nous conduire inéluctablement vers un dessaisissement de l'homme par la machine. Je crois qu'il en va tout autrement. Je crois que la technologie, d'abord, est faite par des hommes, pour des hommes. Je crois que c'est Isaac Asimov qui disait qu'il faut plus craindre les hommes derrière les robots que les robots eux-mêmes. Et je crois que c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Ces technologies ont été mises en œuvre, je pense, sans plan conscient, sans stratégie, parce que tout ça est arrivé de façon étonnante. Une économie qui commence par être une économie de la gratuité et puis qui se révèle être l'économie la plus rentable et, à certains égards, la plus prédatrice qui ait jamais existé. Je crois que pour comprendre l'évolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui et ce qui fait son succès, il faut, je crois, se replacer dans ce contexte-là. Vous vous souvenez, le web est apparu en 1989, mais il devient populaire en 92 à partir du premier moteur de recherche, Mosaic, du premier navigateur, pardon. Et puis ensuite, il y a une espèce d'explosion d'enthousiasme autour de gens qui avaient une idée un peu issue de 68, cette idée que tout le monde pouvait tout partager de façon gratuite. Donc explosion, investissement, bulle spéculative qui conduit à un éclatement. Et après, il y a eu des réflexions, et ces réflexions ont conduit à montrer que les modèles économiques reposaient sur la nature même de l'information, c'est qu'il faut saisir les rumeurs au plus tôt pour contrer à ces rumeurs, il faut utiliser les retours d'usage pour concevoir les dispositifs en fonction de la façon dont les gens les utilisent. Vous voyez, on n'est plus dans des modes des modes d'organisation pyramidale avec un pouvoir central, vous voyez, un entrepreneur qui explique ce qu'il faut faire à ses ingénieurs, qui conçoivent les plans, qui le font fabriquer par les utilisés et utiliser. C'est quelque chose qui est cyclique maintenant. Et puis dernier point, l'économie, au début, reposant sur la gratuité, on ne savait pas comment faire. Et on a inventé des modèles économiques qui partaient justement de cela. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la publicité. Mais la publicité, ça n'est pas obligatoirement rentable. Et on se dit, oui, pour qu'elle devienne rentable, c'est-à-dire qu'il y a un taux de retour extrêmement fort, ce qu'il faut faire, c'est être capable de cibler les gens pour essayer de stimuler leurs désirs. C'est ça qui fait que tout ça, on a besoin de données et il faut exploiter ces immenses masses de données. Voilà ce qui explique l'essor de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et donc, vous voyez bien que c'est au service d'un système politico-économique qui est tout à fait nouveau. Christine Danner. Oui. Moi, à ce stade, après vous avoir tous entendu, il y a un mot que je n'ai pas beaucoup entendu, je crois même ne l'avoir à aucun moment entendu. C'est un mot un peu ringard, mais qui est souvent associé à l'intelligence, c'est la morale. Et c'est vrai que dans tous les récits, dans tous les mythes, que ce soit ceux de la Grèce antique ou ceux de la religion, l'homme est créé comme un être intelligent, mais aussi comme un être moral. Et s'il ne l'est pas, Dieu le lui rappelle de façon épouvantable. Or, le robot, il est intelligent, ou la machine, elle est intelligente, ou l'intelligence, elle est artificielle, mais elle ne sait pas, elle, ce qui est le bien et le mal. Et c'est ça le danger, semble-t-il. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un homme derrière. Or, le problème, c'est que l'homme n'est plus très moral non plus. Catherine Simon, je voudrais vous entendre répondre à Marie-Christine Vénère, parce que il me semble que quand on lit le rapport Cédric Villani, Extase devant le progrès, j'ai eu l'impression, moi aussi, qu'il y avait une espèce d'ignorance des conséquences sociales de ce que va amener l'intelligence artificielle. C'est un très gros rapport sur l'intelligence artificielle, mais il ne dit quasiment rien sur les pertes d'emplois. Alors, il ne dit quasiment rien non plus, d'ailleurs, sur les nouveaux emplois qui vont en sortir, c'est-à-dire les métiers autour de l'entraînement pour former et améliorer l'intelligence artificielle, les métiers d'audit technologique, les métiers de conformité pour superviser éventuellement les évolutions. Tout ça, il n'en parle pas. Un peu comme s'il ne voulait pas voir ni les conséquences sociales,
ni les causes morales. Alors, sur les conséquences sur l'emploi, qui sont des questions qu'on a très très souvent, et de l'intelligence artificielle et de la robotique. Alors là, la commission de l'Observatoire de l'emploi au ministère du Travail a fait un travail d'excellence, 600 pages, il faut les lire, mais un travail d'excellence de recenser absolument toutes les études qui ont été faites dans le monde entier et d'essayer de dire comment ça s'applique à la France. Alors, 3 grandes conclusions. 10% des métiers sont directement menacés. Voilà, 10% des emplois sont directement menacés, alors notamment dans la logistique, ça on peut le prévoir. La logistique est déjà très fortement en train de s'automatiser ou de s'autonomiser, comme vous voulez. Voilà, c'est beaucoup de robotique mobile. Par contre, 50% des métiers vont être profondément transformés. C'est-à-dire que... Mais alors là, il nous parle, Villani, de l'éducation des plus jeunes, etc. Là, la transformation, il suit là, voilà. Puisqu'il essaye de jouer un rôle auprès du ministère de l'Éducation nationale dans ce sens. Voilà. Je pense que clairement, oui, éducation, formation, c'est devenu indispensable. C'est un sujet qui va avec les nouvelles technologies. Il faut que les gens soient capables de vivre avec, d'en user, d'en connaître les usages et du coup de décider éventuellement de leur propre sagesse pratique, de leur propre morale dans l'usage. Parce que notre morale, elle n'est pas universelle. Elle n'est pas universelle, elle est culturellement marquée, elle est éventuellement socialement marquée, donc on n'a pas tant que... Alors on avait des principes moraux, mais bon, ça se délite un petit peu dans la société, on ne sait plus trop ce que c'est qu'une famille, on en est à parler des transgenres, des gens... L'homme évolue dans ses principes moraux. Comme on est en train, quelque part, de redessiner une forme de société différente, avec une cohabitation différente avec des machines, on va redessiner des codes moraux qui seront adaptés à nos cultures. Et en attendant, je préconise une belle sagesse pratique. Non, mais attendez... D'abord, je pense que les destructions d'emplois, je n'y mets pas de la morale. Les révolutions industrielles ont supprimé des emplois. La technologie l'a toujours fait. Ni moral. Mais les progrès technologiques ont toujours créé des emplois. Voilà. Aussi. Non, mais donc c'est pour ça, pour moi, c'est pas là que gît le problème. C'est que le transfert de prise de décision, à quelque niveau que ce soit, de l'homme vers une machine, supprime de façon définitive cette condition qui appartient à l'homme, qui est d'être un être moral, alors que la machine ne l'est pas. C'est un être qui exécute, qui a son propre process de décision, qui est intelligent, mais qui n'a pas cette morale. Voilà, Jean-Gabriel moralité Ganassia. des algorithmes. Deux choses. D'abord, sur les emplois, effectivement, c'est une grande question. Vous avez cité tout à l'heure Karel Čapek et l'origine du mot robot, mais vous vous souvenez de la fameuse pièce où le robot est inventé, justement. C'est un monde dans lequel les hommes disparaissent, et parce que les robots qui travaillent à leur place acquièrent en dignité ce que les hommes perdent en dignité. Et donc, d'un côté, bien sûr, les hommes ne sont plus soumis aux tâches pénibles, mais ensuite, ils vont être soumis à la dictature des robots. Alors, je crois qu'il faut raison garder. Tout ça, c'est de l'ordre de la mythologie. En revanche, je crois qu'il faut bien distinguer... Vous n'aimez pas les technoprophètes. Voilà. Mais surtout, je crois qu'il faut distinguer les tâches, dont certaines seront automatisées, les métiers, et un métier en général, ça n'est pas une seule tâche, et de moins en moins d'ailleurs, on demande de plus en plus de compétences, et bien sûr, ces métiers vont être affectés par le fait que certaines tâches seront automatisées. Et donc, il faudra des compétences nouvelles pour pouvoir les exécuter. Puis peut-être que si certaines tâches sont automatisées, ces métiers s'exécuteront plus rapidement, et donc ça aura un effet sur les emplois. Mais je crois que la distinction des trois est extrêmement importante, et puis je crois aussi qu'il y aura de nouveaux métiers et de nouvelles tâches. Alors, sur la question, bien sûr, d'abord du rapport Villani, vous dites qu'il ne parle pas tellement de morale, mais il parle quand même beaucoup d'éthique tout à la fin du rapport. Et oui, mais c'est une éthique qui est détachée des enjeux réels dans la société. Voilà ce qui m'a semblé à le lire, mais je peux me tromper. Mais... Je crois qu'il ne faut pas faire de procès d'intention. Je crois qu'il y a vraiment eu l'envie chez Cédric Villani de poser ses problèmes. Lui qui est un mathématicien, donc qui était très éloigné de ça, qui est arrivé dans ce champ de l'intelligence artificielle qu'il ne connaissait pas, s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas envisager une politique de développement de l'intelligence artificielle sans réfléchir à ces enjeux-là. Mais bien sûr, il demande à être posé. Alors je suis
suis d'accord avec vous. La transformation du monde dans lequel nous vivons pose un certain nombre de questions. Parce que il y a les notions qui faisaient la trame du tissu social. Vous voyez, la confiance, par exemple. Ça se change aujourd'hui avec les algorithmes. La réputation, vous vous souvenez, la réputation de Georges Brassens dans Le Village. Aujourd'hui, on calcule la réputation avec des algorithmes. L'amitié avec les réseaux sociaux, c'est plus tout à fait la même chose, etc. Effectivement, ça a des effets extrêmement importants sur les mœurs, et donc sur l'éthique ou la morale, puisque l'étymologie de morale et d'éthique, ça revient à ça. Et donc, ça pose énormément de questions. Et d'autre part, effectivement, si vous avez des machines qui sont autonomes, plus exactement, qui proposent des décisions et qui nous demandent d'exécuter ces décisions, la responsabilité de l'homme peut changer un peu. Je crois qu'il faut bien sûr faire en sorte que les hommes soient toujours à l'origine de la décision, qu'ils prennent leurs responsabilités. Et donc pour ça, je crois qu'il faut que les machines soient capables, non pas de donner une conclusion irrévocable, mais de donner ce qu'on appelle des explications, c'est-à-dire de raconter, d'établir les liens entre les éléments d'information qui ont conduit à la décision de la machine et la décision de la machine. Au fond, il faut que la machine soit un partenaire et pas seulement une machine autonome. Il y a bien sûr des cas de figure où les machines pourront être autonomes et rendre tout un tas de services. On a parlé du robot aspirateur tout à l'heure. On imagine peut-être la voiture autonome, encore que je ne sois pas certain, et je pense que Jean-Paul Lomont l'a extrêmement bien dit, qu'elle soit autonome sur tout le réseau routier. Mais il y a beaucoup d'autres applications de l'intelligence artificielle où ça devient un partenaire. Et c'est une augmentation de notre intelligence, et ce qu'on essaye de développer, ce sont des possibilités de dialogue, éventuellement d'argumentation avec la machine. Et donc à ce moment-là, il ne s'agit pas de déresponsabiliser l'homme, au contraire, je crois qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, permette de lui donner plus de responsabilités. Le risque avec l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, on peut l'employer de façon extrêmement différente, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, et donc plus que jamais, il faut faire attention à la question de l'éthique et de la morale. Monsieur Ganassia, j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce qu'il en est du jugement ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'un jour, l'intelligence artificielle, un jour pas trop éloigné, l'intelligence artificielle permettrait qu'un jugement soit porté, un jugement qualitatif, soit porté, par exemple, sur un tableau, par exemple, sur une musique, par un robot ? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça ? Je vois bien comment on peut collectionner tous les jugements qu'on peut avoir sur la musique, tous les jugements qu'on peut avoir sur un tableau, et puis introduire tout ça dans la machine, et la machine vous ressort l'un de ces jugements en fonction de, je ne sais pas quel critère. De corrélation. Pardon ? De corrélation des critères statistique. de corrélation, oui, de corrélation statistique peut-être. Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin, c'est-à-dire avoir des critères qualitatifs ? C'est une excellente question. D'abord, il faut bien distinguer dans le jugement deux choses. Il y a le jugement judiciaire, et on envisagera peut-être ce problème tout à l'heure parce qu'il est très intéressant. Est-ce qu'une machine va permettre de juger ? On imagine aux États-Unis, par exemple, d'établir les peines en fonction de la probabilité de récidive. Et puis, il y a le jugement au sens d'une opération de l'entendement qui réunit le divers sous un concept particulier. Et bien sûr, il y a des cas où il faut faire ça. Par exemple, la voiture autonome, elle doit à un moment donné juger. Vous savez que l'accident de la voiture autonome qui a eu lieu en Arizona était dû à une erreur de jugement. La société Uber, qui possédait cette voiture autonome et qui faisait des expérimentations, avait décidé de durcir les critères parce que lorsqu'il y avait une feuille morte ou un sac en plastique, la voiture faisait des embardées, ce qui fait qu'elle était très inconfortable pour les passagers. Et là, on s'est retrouvé avec les critères plus durs. La nuit, un piéton, c'était une femme qui poussait son vélo sur une route non éclairée, et à ce moment-là, la voiture a bien détecté, mais ne l'a pas identifié. Donc c'est un problème de jugement. Et donc vous avez raison, c'est un problème tout à fait central, il faudra surmonter. Et là, c'est un jugement simple. Alors, un jugement esthétique, c'est encore une autre question. Et je ne suis pas certain, bien sûr, qu'on y parvienne de façon irrévocable. Mais ça n'est pas parce qu'on n'a pas de jugement qu'on n'est pas capable d'utiliser les machines pour faire de la créativité. Et je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que disaient mes collègues tout à l'heure. Je crois que justement, il y a des choses imprévues qui sortent des machines. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais travaillé avec un étudiant. Nous avions fait une machine qui faisait une forme minimale de créativité. C'était de l'improvisation en jazz. Il générait une ligne de basse dans un contexte rythmique. Et là, on avait des choses qui étaient tout à fait étonnantes. On avait introduit un concept qui était le concept de post-diction. Vous savez, si vous prédisez ce qui va se passer, vous n'avez aucune surprise. Et esthétiquement, vous n'avez pas d'émotion. Si c'est totalement aléatoire, vous n'avez pas d'émotion non plus. Parce que ça ne correspond à rien. Tandis que l'idée de post-diction, c'est-à-dire qu'au départ, vous ne savez pas ce qui va arriver, vous ne pouvez pas prédire, mais ensuite vous dites, ah bah oui, c'est évident. Comme un bon roman policier, vous dites, ah bah oui, bien sûr. Je ne l'avais pas imaginé. Là, Monsieur Ganassia, c'est sur la création. Or, on sait bien que
pour la création, on peut effectivement sous-traiter à une machine, dessine-moi un mouton. Mais la question d'Antoine Spire, c'était sur le jugement. Tout à fait, mais je crois que j'ai répondu pour dire qu'il a raison, je suis d'accord avec lui. C'est très difficile, bien sûr. Ça sera jamais possible. Je pense que ce sera très difficile, vous avez raison. Un tableau est beau. Oui, oui. Mais je vous ai dit, il y a certains jugements qu'on peut-être peut le domaine imaginer réservé faire à faire à l'homme. une machine, mais avec des limites, c'est une opération. Et vous avez tout à fait raison, vous pointez sur le problème difficile. Hein. Et puis, ensuite, il y a des choses dans l'ordre esthétique, je suis d'accord avec vous, c'est très très difficile, bien sûr. En même temps, on se pose beaucoup de questions. Alors, l'Europe, on est quand même assez spécialisé dans se poser des questions d'éthique, de morale, dans lequel, quelque part, je suis un peu désolée de le dire, on s'englue. C'est-à-dire que du coup, on n'ose pas expérimenter, ou on dit « oh là là, il faut normer, réglementer, etc. » Quand dans d'autres cultures, la question de la machine au service de l'homme ne se pose pas. Pour eux, c'est une évidence. La machine est là pour être au service de l'homme. Donc ils ne se posent pas toutes ces questions. Moi, je trouve que c'est important, et c'est le rôle quelque part de l'Europe, d'avoir ce regard sur l'impact social, parce qu'on a malgré tout une dimension sociale potentiellement différente, plus intense qu'en Asie ou aux États-Unis. Mais en même temps, je pense qu'on a ce travers de se poser trop de questions et du coup de ne pas rentrer dans cette sagesse pratique qui ne peut s'exercer que si on expérimente. Alors oui, expérimentons. Vous savez qu'il y a eu il y a un an une étude qui a été publiée par la revue Science qui a montré que les programmes d'intelligence artificielle reproduisent les biais humains pour le meilleur et pour le pire. Et donc ils peuvent être sexistes ou racistes par exemple. Et 3 chercheurs des universités de Princeton et de Bath au Royaume-Uni ont fondé leurs travaux sur la technologie GLOVE, et développée par l'université californienne de Stanford. Et elle permet de calculer les associations entre les mots et de détecter les plus logiques. Technologie très efficace, mais en même temps problématique. Si on utilise la machine learning, alors on se base sur des données créées par des humains pendant 10 ans, et l'algorithme va reproduire les préjugés que les humains ont exprimés. Alors, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça, c'est-à-dire si, en fond, on a des algorithmes qui risquent de reproduire des préjugés des humains et, en conséquence, n'être ni éthiques ni non éthiques, mais être de la couleur éthique de ceux qui les ont pensés. Monsieur Gadassia. Moi, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ça. C'est le risque. C'est-à-dire que si on fait de l'apprentissage machine, on détecte des corrélations qui existent dans les données. Et ces corrélations, bien sûr, elles sont un état de fait. Et donc, si on se contente de reproduire ces corrélations, on peut aboutir au pire. Ça dépend ce que l'on souhaite faire. Dans certains cas, c'est très utile. Par exemple, si vous utilisez des outils d'apprentissage machine pour détecter des corrélations entre des grains de beauté pris sur la peau et puis le diagnostic qui est fait par un dermatologue, vous allez pouvoir faire du diagnostic dermatologique. C'est une corrélation, mais c'est une corrélation extrêmement utile. Si vous reproduisez les biais dans la société, c'est effectivement, selon ce que vous faites, c'est dramatique. Voilà, le recrutement, par exemple, non, pas par des algorithmes qui sont aujourd'hui effectivement biaisés. Alors après, tous les chercheurs en intelligence artificielle, et y compris dans les premières expérimentations, savent bien sûr que c'est les données les données d'entrée sont très importantes, donc il faut, parce que c'est à partir des données d'entrée de l'algorithme que vous allez avoir les données de sortie. Est-ce qu'on ne pallie pas ça à partir du moment où on explicite quelles sont les données et comment on les a corrélées? C'est-à-dire sur quelle corrélation on s'appuie? Parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est pas révélé, qui est caché dans les corrélations entre les données, évidemment, ce qui est caché, c'est les préjugés de celui qui a conçu le système. Et à partir du moment où c'est exposé, on met tout en transparence. C'est parfait. Moi, je pense qu'à la limite, ça va nous permettre justement de corriger un certain biais de société dont on n'a pas forcément une
conscience vivace. Quand on va commencer à voir effectivement que nos algorithmes d'intelligence artificielle, à partir de données qui comprennent des biais historiques de comportements sociaux, finalement nous donnent des résultats auxquels on se dit mais mon Dieu, ce n'est pas moral, hein, voilà, simplement dans le sens commun, on pourra se poser la question de mais quels sont ces biais et comment les corriger, des biais de société, des biais culturels, des biais sociaux. Mais je voulais donc féliciter le professeur Antoine Spir, puisque ce sont exactement les directions de recherche que nous sommes en train de commencer. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les techniques d'apprentissage profond, telles qu'elles ont été développées, détectent des corrélations sur des très grandes masses de données, mais leur défaut, c'est que bien sûr, cela reste opaque. Et donc, pour un certain nombre d'applications, ça ne pose pas de problème, parce que reconnaître des visages, nous ne savons pas comment nous reconnaissons des visages. Reconnaître de la parole, nous ne le savons pas tout à fait, et donc c'est utile. Mais en revanche, pour certaines applications, ça pose problème. Regardez un petit exemple. On a essayé d'utiliser des systèmes d'apprentissage pour prédire le risque d'accident de voiture. On ne va pas payer pour les chauffards. Et donc, on est tout à fait d'accord. Sauf qu'on s'est rendu compte que le bon prédicteur qu'utilisaient certaines sociétés d'assurance, qui s'est dégagé plus ou moins automatiquement, c'était le code postal. Ce qui est discriminatoire et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on souhaite, parce qu'on souhaite avoir quelque chose qui s'adresse au comportement individuel, pas au comportement collectif. Et donc, bien sûr, il est essentiel, je crois, pour le futur de l'intelligence artificielle, pour que ça n'ait pas un caractère prédateur sur la société, que l'on soit capable de comprendre effectivement quels sont les critères qui sont utilisés par ces systèmes. Il y a du travail, parce que ça joue aussi pour les inscriptions dans les lycées. Pour Parcoursup, ça a été dénoncé de façon très, très étayée. Donc, effectivement, là, il y a un rétropédalage à faire. Je voudrais vous entendre encore sur une question importante, c'est la question de la voix. Le fait qu'on arrive progressivement à reproduire la voix et que, en fait, on ait donc une initiative de langage par le robot qui aurait, d'une certaine façon, pris en compte et les intonations et les modes discursifs de chaque individu. Qu'est-ce qui se passe et quelle est la marge de manœuvre de création à partir du moment où le langage est intégré par une machine parlante ? C'est-à-dire, est-ce que cette machine parlante ressort exclusivement des mots qu'on lui a donnés, ou bien dans les assemblages qu'elle fait, est-ce qu'elle n'est pas amenée à créer de nouveaux mots, ou au moins à utiliser des mots qu'on n'avait pas prévu qu'elle utiliserait ? Tout à l'heure, Laurence de Villers a semblé dire quelque chose qui allait dans ce sens-là. Moi, j'ai sursauté, j'ai vu que Lomon n'était pas d'accord. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Deux choses. D'abord, on est capable effectivement de générer quelque chose de nouveau à partir de l'ancien. Concernant les mots, vous savez qu'il y a une expérience qui a été faite dans le laboratoire de Sony à Paris il y a quelques années, les Talking Heads, et c'était des robots qui inventaient des mots. Alors, vous aviez des agents virtuels qui allaient sur des plateformes. Il y a 3 laboratoires, Tokyo, Paris et New York. Et là, sur un tableau, il y avait un carré rouge, par exemple. Et là, il y en a un qui disait Kakoko. Il inventait Kakoko. L'autre disait, oh, ça doit vouloir dire rouge. Ensuite, il allait à Tokyo. Et puis, il voyait un triangle rouge. Il disait Kakoko. L'autre disait, ah ben non, c'est un triangle. Et puis, etc. Et ensuite, émergeait un langage à partir de ça. Donc ça signifie qu'il y avait des assemblages nouveaux faits par le robot. Tout à fait, des assemblages nouveaux et qui... Donc vous croyez à la novation ? Ah, moi, je crois effectivement que... L'innovation mécanique faite par la machine. Je suis certain, bien sûr, qu'on est capable de créer des choses originales. Mais ça ne veut pas dire que les machines en seront conscientes et qu'elles prendront le pouvoir. Mais je trouve qu'au contraire, on peut faire des choses extraordinaires avec les machines. Je suis très enthousiaste quand même sur les possibilités de l'intelligence artificielle. Je suis complètement d'accord. Il ne faut pas, justement, voir ces technologies comme avec peur, soit en fantasme, soit en dystopie. Il faut voir les opportunités nouvelles qu'elles offrent à l'homme de faire des choses qui étaient impossibles de faire avant. Enfin, quand ça y est, on a inventé l'avion, on peut voler. Là, on est en train d'inventer des technologies qui sont formidables, qui vont nous ouvrir de nouvelles opportunités. Il faut juste qu'on fasse attention à ce qu'on en fait. Aux mains dans lesquelles elles se trouvent. Oui, mais pas seulement. En même temps, c'est le fait qu'il y a des choses qui ne seront pas possibles. La conscience de soi n'est pas possible. Alors, ça dépend ce qu'on entend par conscience. Oui, j'allais dire. Parce que le terme lui-même est polysémique. C'est-à-dire que ça peut être la conscience que vous projetez sur un objet. On a parlé tout à l'heure de cette idée de projeter sur... Ça, c'est une forme d'animisme. Et ça, on l'utilise tous les jours. Les concepteurs de robots ont beaucoup développé ça. Il y a même des théories philosophiques comme Daniel Dennett, avec les systèmes intentionnels. C'est une forme d'animisme. Donc là, les machines ont une conscience en ce sens-là. Un deuxième sens, c'est
la confiance réflexive, le fait que la machine se regarde elle-même. Et il y a depuis très longtemps des techniques d'apprentissage qui utilisent cela. Donc on pourrait imaginer effectivement qu'une machine regarde ses traces de calcul, c'est une trace d'exécution, et à partir de là, se dit oh ben la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. C'est pas seulement ça, mon ordinateur me dit de temps en temps, je vais réparer. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, et puis, il y a une troisième conscience. Alors là, ça pose beaucoup plus de problèmes, bien sûr, parce qu'on n'en sait rien. C'est la conscience au sens de l'émotion, la sensation. Hein. Et là, bon, c'est très mystérieux. Je ne sais pas, vous connaissez cet article extraordinaire d'un philosophe, Thomas Nagel, What is it like to be a bat? Qu'est-ce que ça vous ferait d'être une chauve-souris? Ben, la même chose, qu'est-ce que ça vous ferait d'être un robot, hein? Essayer de se mettre. Alors, quelle pourrait être la conscience du robot? Vous voyez, nous, on aime l'eau parce que c'est vraiment nécessaire. Et le robot, il devrait détester l'eau parce que c'est la pire des choses qui pourrait exister pour lui. Non, je pense que conscience des capacités d'une machine, de ses propres capacités pour une machine, c'est très intéressant finalement qu'une machine sache ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle n'est pas capable de faire. Et effectivement, de pouvoir retracer qu'est-ce qu'elle a fait dans l'historique. Après, la conscience de soi en tant qu'estime de soi, on pourrait dire, ou existentielle, je pense qu'on en est quand même à des années-lumière. Alors je voulais terminer sur le mythe de la singularité, Monsieur Ganassia, puisque c'est le titre de votre livre. Faut-il craindre l'intelligence artificielle? Le mythe de la singularité, c'est exactement quoi? C'est le passage? Ce qu'on appelle la singularité technologique, avec un S majuscule, c'est un point singulier dans l'histoire de l'humanité, au cours duquel, à partir de ce point, les machines dépasseront l'homme. Elles seront plus rapides que l'homme et donc plus intelligentes que l'homme. Est-ce que ça arrivera? Certains nous disent ça va. Ils font même des calculs. Ils disent c'est en 2045. Et là, Monsieur Ganassia nous dit lui jamais. Alors, ce que je dis. J'ai bien compris. Jamais. Non, j'ai pas dit jamais. J'ai pas dit impossible parce que je suis un scientifique. J'ai dit simplement qu'il fallait analyser les arguments de ceux qui nous prétendent que ça va advenir, et à ce moment-là, avec un regard de scientifique, de montrer que ces arguments ne sont pas tenables et que le scénario qu'ils nous dessinent, lui, est très improbable. Et donc, il y a plein d'autres scénarios, et donc il ne faut pas se fixer là-dessus, mais qu'il faut regarder ce qui risque plutôt d'advenir dans le futur. Chers téléspectateurs, je vous conseille donc d'aller voir le mythe de la singularité. Faut-il craindre l'intelligence artificielle? Et pour ne pas la craindre, retournez-vous vers vos objets intelligents autour de vous, et je pense bien sûr à votre ordinateur. Dialoguez avec lui et vous verrez les limites de ce dialogue. À la semaine prochaine.